Quelle est notre responsabilité envers nos communautés? Y a-t-il d'autres alternatives à la cancel culture? Et devrions-nous passer d'une justice rétributrice à une justice transformative? Les questions à ces réponses et bien plus encore aujourd'hui dans Elle parle, un balado pour découvrir, apprendre ou réapprendre des thématiques liées à la violence basée sur le genre. Je suis votre animatrice Karen Ouassé et aujourd'hui, elle parle de conflits intracommunautaires avec Géorgie Gagné. Alors, Géorgie, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Absolument. Wachia, Tosidwin and Sinkasan, Chikum Dodum, Waswanapi USG, Hitchinatawe, Nigawi Wem Chikium, Katarakwe Niwichin, Nishta Iwen. Bonjour, mon nom est Géorgie Gagné, j'utilise les pronoms elle et là en français, puis j'ai pris le temps de m'introduire en cri, particulièrement le dialecte de ma communauté, qui est le cri de la baie James de l'Est et le dialecte du Sud. Et ce que j'ai dit rapidement, c'est que je fais partie du clan des castors. Mon nom traditionnel est Twisted Wind ou Vent torsadé. Et j'ai un héritage mixte. Donc, mon père est cri de la Première Nation cri de Waswanipi dans le nord du Québec sur le territoire IOSG. Puis ma mère est franco-québécoise avec des racines dans le bas du fleuve Saint-Laurent, puis Chaudière-Appalaches. Mais j'habite maintenant à Cataraqui, qui est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee puis Huron-Wendat, qui s'appelle Kingston, en Ontario. Et je suis une personne du Spirit qui a grandi dans la ville de Québec. Bienvenue. Merci. Je voudrais te poser une première question. On remarque souvent, en tout cas en général, que les mouvements activistes, notamment le féminisme, passent plus de temps à argumenter entre eux qu'à promouvoir leur cause. Okay. Quelle en est ta perception de tout ça? Je dirais que c'est une perception qui, pour moi, est aussi réaliste à un certain niveau, pas au fait que, pas de cette perception péjorative dans le commentaire « Ah, on se fait juste se chicaner entre nous, on fait rien ». Je pense que ça, c'est pas la réalité complète, mais c'est vrai qu'au sein des mouvements activistes, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de discussions très passionnées au niveau de qu'est-ce qu'on veut pour notre mouvement, pour nos communautés. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cette situation, à cette réalité-là. Premièrement, les gens sont passionnés dans nos mouvements, justement. Les gens ont le feu au cœur pour protéger souvent les droits de nous-mêmes et des gens qu'on aime autour de nous. Et ça, c'est très important. Puis ça demande de mettre beaucoup de vulnérabilité dans un endroit qui est un peu incertain quand on fait du plaidoyer ou de l'activisme. Puis la deuxième raison, je dirais particulièrement que dans nos mouvements féministes, dans nos mouvements queer, trans, two-spirit, on sait qu'il y a de la nuance dans l'expérience, dans la vie de chacun et chacune. Et on fait face à des systèmes dans lesquels on plaidoie, on fait de l'activisme, qui sont très coloniaux, qui sont très rigides et qui nous mènent à ne pas vouloir faire d'erreur, jamais, jamais, jamais. Et donc, il faut qu'on se parle entre nous pour solidifier nos idées, solidifier nos causes. Puis, ensuite, il faut les simplifier le plus possible parce qu'on sait déjà qu'on va recevoir le minimum des systèmes comme le gouvernement, les bailleurs de fonds, tous les systèmes au pouvoir au sein de notre société canadienne particulièrement. Puis parce qu'on sait qu'il faut le simplifier, on se chicane beaucoup sur comment on le simplifie, qu'est-ce qui va se rendre au point final. Puis malheureusement, mais c'est souvent au méfait de plusieurs personnes qu'on simplifie nos causes. Et donc, je pense que ces conflits qu'on peut percevoir, ces arguments sont très justifiés parce que c'est des causes qui impactent la vie de plusieurs individus, de milliers d'individus, millions d'individus parfois aussi, et parce qu'on sait que les systèmes vers lesquels on plaidoie vont probablement faire faillite à nos mouvements d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais alors, quand on peut remarquer que dans certains mouvements, il y a un manque de solidarité, où un sous-groupe va gagner plus de droits ou de protection et donc, quelque part, va abandonner le mouvement. On va aller dans un peu le cliché, mais comme le féminisme blanc. Pourquoi, d'après toi, ce phénomène, il existe? Pourquoi il existe?
je crois que c'est encore une fois très lié aux systèmes qui sont en place. Exact. Ces systèmes-là ont tellement le monopole sur nos vies, sur l'accès au logement, tout ce qui est là sur la pyramide de Maslow, au bas complètement, simplement à accéder à la sécurité physique est dépendante des systèmes comme les gouvernements, la justice, la police, la prison, tous ces éléments-là, qu'on doit rapidement, notre sentiment interne veut qu'on approche la sécurité le plus possible. Et parfois, mais on vit dans une société qui est individualiste et que, mais si je dois pousser du coude un peu pour me rendre à un endroit où moi je me sens en sécurité, mais ça vaut peut-être la peine. Et je pense qu'on oublie dans ces instances de grande urgence, de grande peur, de scarcity, où on se rend à un moment où on oublie que si on se bat pas pour tout le monde, ben on pile sur les autres aussi. Puis ça, on l'a vu grandement dans les mouvements de libération gay aux États-Unis, puis au Canada dans les années 60, 70, 80, où les personnes trans et les personnes au genre non conforme se sont fait oublier. Et les personnes de couleur aussi, les personnes racialisées se sont fait complètement effacer des efforts de plaidoyer puis d'activisme. Et ce, pour que les gens qui sont le plus proches de la norme, donc les gens qui sont homosexuels, qui sont blancs, aient accès au mariage, aient accès à l'adoption, à la santé, etc. Mais ça, c'était encore une fois au mépris de tellement de communautés qui non seulement méritent qu'on représente leurs intérêts, méritent d'être servis de façon appropriée et respectée, mais ont aussi contribué aux fondations de nos mouvements, mais que pour avoir un effet d'impact ou de sentiment de sécurité ou de progrès, ben on les a délaissés. Je pense que on en parle beaucoup aujourd'hui, puis peut-être pas toujours de façon très accurate de l'intersectionnalité, mais c'est pour ça que c'est incroyablement important de parler d'intersectionnalité pour adresser les enjeux de celles qui sont à la marge de nos communautés, pour avoir un impact sur tout le monde et pas à l'inverse d'avoir un impact sur celles qui sont au centre des systèmes de pouvoir, espérant que ça va trickle down aux marges de nos communautés. On sait que ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, ouais. Et donc, est-ce que tu penses à ce moment-là qu'il y a des moments où les divisions au sein d'un mouvement, notamment comme le féminisme, quand il y a de nouveaux courants, qui peuvent être utiles pour le mouvement? Oui, je pense que ces conflits peuvent être utiles lorsque un mouvement perd son but principal, lorsqu'un mouvement commence à jouer du coude entre celles qui font partie du mouvement, ou quand un mouvement devient trop amical à des systèmes qu'on sait qui sont oppressifs et qui vont nous faire faillite d'une façon ou d'une autre. Et donc, dès qu'on se rapproche un petit peu trop, c'est important de shaker les choses pour qu'on se rappelle « Hey, c'est pas ce qu'on veut faire ». Et là, on essaie de plaire à un système qui est pas à notre avantage et qui veut pas notre bien-être de façon explicite ou intrinsèque. Et donc, il faut qu'on se brasse un peu, puis avoir des débats, puis on les voit souvent, ces débats-là, soit entre les gens qui sont les plus privilégiés dans le mouvement versus celles qui sont le plus marginalisés. On le voit parfois dans les différences générationnelles aussi, où on perd beaucoup d'éléments de connexion, puis on dirait qu'on travaille vers deux directions complètement différentes. Mais ces mouvements sont essentiels. Peut-être qu'on perd parfois un peu la façon de les faire, et on prend ces conflits-là comme étant des opportunités de reproduire le mal des systèmes qu'on essaie d'adresser. Et ça, c'est important de rester alerte pour adresser lorsque les conflits sont inappropriés, irrespectueux, ou reproduisent des méfaits qu'on essaie même d'adresser dans nos mouvements ou dans notre activisme. Totalement. Justement, pour éviter ça, comment ces différents courants peuvent travailler ensemble pour présenter un front uni contre l'oppression? C'est une question qui est complexe parce que si on sait que les différences d'opinion et que la nuance est innée dans nos mouvements, on ne peut pas demander à ce qu'elle n'existe pas. On ne peut même pas travailler à ce que cette nuance-là soit oubliée ou effacée. Et donc, c'est dur de trouver un moyen de voir, OK, tout le monde est d'accord sur cette ligne-là, on va avancer de même, surtout quand nos mouvements sont nationaux, sont internationaux souvent. Et donc, comment est-ce qu'on avance d'une façon qui est cohésive? C'est très complexe, mais moi, je pense que la première étape, c'est de reconnaître que les systèmes vers lesquels on plaidoie
il va y avoir des failles dans comment ils vont interpréter notre message, comment ils vont mettre en avant nos recommandations. Et donc, ma recommandation, c'est d'y aller avec le plus de nuances possible. Puis d'y aller avec le message le plus radical possible. Parce qu'on sait déjà que les systèmes vont nous underserve, vont aller diminuer ou pas rincer, qui vont essayer un peu de nous diviser. Ouais. Diviser et diluer notre message. Donc, d'y aller avec le message le plus radical, je pense qu'on perd le moins de choses possible. C'est ça. Mais il y a des gens qui diraient que d'y aller avec le message radical, ben, on perd de la crédibilité, puis on perd de la valorisation de ces institutions qui, malheureusement, sont nécessaires à financer nos mouvements, puis à créer des changements systémiques. C'est ça. Donc, c'est cette tension-là qui ensuite se retrouve dans nos discussions entre mouvements. C'est ça. Donc, tu dirais que ce serait mieux de partir le plus radical possible, comme ça, pour éviter aussi que les systèmes se disent on va faire plaisir à eux et eux ils vont de notre côté et donc on va les diviser. Et donc pour éviter ces conflits intracommunautaires, il faut vraiment s'allier à on n'accepte pas si on n'a pas atteint ceci. Oui, puis je pense que d'une autre part, notre plaidoyer, c'est notre blueprint pour le futur qu'on essaie de créer dans n'importe quel mouvement. Et si on dilue comment on communique notre vision du futur, puis comment on veut que le futur ressemble plus tard, mais comment est-ce que le gouvernement va faire ça? Comment les systèmes en place vont mettre en place ce futur-là, si même nous, on l'affirme pas fièrement et fermement? Oh, fièrement et fermement. J'espère qu'ils ont bien entendu. Mais justement, ça me semble inévitable que des personnes dans un même mouvement et différentes positions, différentes politiques, différentes priorités, alors que c'est ça qui les a réunis pour commencer. Et donc, lorsque c'est le cas, comment on peut en discuter d'une façon saine et constructive, justement, en gardant l'œil sur le résultat? Je pense que j'ai 2 éléments de réponse à celle-là. Puis la première, c'est qu'il faut reconnaître que tout le monde dans nos mouvements, dans nos communautés, puis même dans notre société, ont le droit à la dignité. Oui. Tout le monde devrait se sentir digne, avoir accès à cette dignité-là. Et d'une autre part, mais on a la capacité d'amplifier la dignité de quelqu'un ou de lui enlever très rapidement au sein de nos mots, de nos actions, de comment on fait sentir les autres. Ça, c'est la première part, de reconnaître que la dignité doit être accessible à tout le monde, puis qu'on a le pouvoir de l'impacter aussi. Ouais. Et le deuxième élément, c'est que les conflits, selon moi, doivent être perçus comme une troisième partie. C'est moi et toi qui se parlent aujourd'hui. On s'entend pas, mais le conflit, c'est pas toi et moi le conflit. C'est cet autre élément qu'on essaie de travailler ensemble. Et dès qu'on perçoit qu'on est sur 2 équipes différentes et que c'est nous les ennemis et pas le conflit qui est un élément qu'on essaie de travailler et pas trouver de solution nécessairement, mais de trouver comment on navigue à travers ce conflit-là. Okay. C'est ça qui devient un problème. C'est lorsqu'on se perçoit comme le conflit et pas que le conflit est une troisième partie nous, on travaille toujours vers la même chose. Peut-être qu'on a des différences d'opinion qui, d'après moi, sont innées et normales dans nos mouvements. Mais il faut qu'on travaille ensemble à régler ou à naviguer cette situation-là. Pas qu'on essaie de prouver à l'autre que c'est ma façon à moi qui va fonctionner le plus. Et dès qu'on perd cet élément de consensus, dès qu'on perd cet élément de valeur, de dignité, parce que c'est là où on tombe dans des situations qui sont malsaines, qui sont irrespectueuses et qui mènent à la dissolution de nos mouvements aussi. Totalement. Mais je suis un peu obligée de le dire, mais il y a parfois des moments où il y a des différences irréconciliables. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une ligne où on doit arrêter de travailler avec ces personnes-là, où on ne peut plus partager certaines revendications? Je pense que oui. C'est correct aussi de protect your peace, comme on dit en anglais, de protéger sa paix, de prendre des décisions pour notre bien-être. Parce que premièrement, chacun et chacune des individus, on est important dans le mouvement, mais on n'est pas le mouvement en tant que tel non plus. Et parfois, on a tellement l'impression qu'on porte une responsabilité entière. Si moi, je ne fais pas ce travail-là, est-ce qu'il va se faire? Si moi, je le fais pas, est-ce qu'il va bien se faire? Parfois, on se demande ça aussi. Mais prendre un pas de recul
Et d'arrêter de travailler avec quelqu'un, parfois, ça va souvent nous mener à trouver d'autres alliés, d'autres accomplices pour continuer à faire le travail d'une façon qui résonne mieux avec nous. Je me souviens une fois, ma thérapeute, moi je lui disais, je ressens tel sentiment, mais je ressens aussi celui-ci, puis je comprends pas comment ils peuvent habiter ensemble. Puis elle m'a dit, ils n'ont pas besoin d'habiter ensemble, ils peuvent exister les deux sans avoir à faire du sens ensemble. C'est ça. Deux vérités peuvent être vraies de deux points de vue différents. Et je pense que ça veut pas dire que c'est négatif ou on perd du temps ou on perd de la force lorsque on travaille. Peut-être pas en silo, j'aimerais pas dire en silo, mais plutôt travailler dans une allée qui nous va mieux, qui nous fait sentir mieux. Puis je pense que dès qu'on se sent plus soutenu par nos collègues, dès qu'on se sent plutôt accompagné, amplifié, empowered par nos collègues, on va faire du travail qui va rayonner de façon plus grande et qui va nous permettre d'accomplir de plus en plus de choses. Ouais. Je pense que c'est pas un problème d'arrêter de travailler avec quelqu'un, mais dès qu'on tombe dans les insultes, dans la diffamation, dans le non-respect d'une personne, là, ça devient une question à se poser c'est quoi le but de parler contre quelqu'un, de diminuer le travail de quelqu'un si je suis pas en accord avec ce que cette personne l'a fait. Oui. Savoir quand arrêter de parler à une personne. Donc, vraiment, le mouvement d'abord, la personne après. Justement, quand on parle de personne, en plus d'avoir des conflits entre des différents sous-groupes dans les mouvements, il y a beaucoup de conflits interpersonnels. Pourquoi crois-tu que c'est le cas? Comme j'ai dit tantôt, on n'est pas obligé de tous s'aimer, de tous s'entendre. Puis quand on travaille ensemble, on va mettre tout notre cœur sur la table. Puis on va souvent mettre tous nos efforts parce qu'on croit en la cause, puis on croit que le changement est possible. Et à travers ça, mais ça développe aussi des très belles relations, que ce soit des relations d'amitié. Parfois, il y a des relations amoureuses aussi, même dans nos mouvements. Puis on est des humains et on va se faire mal. On va faire des erreurs. On va regretter des choses qu'on a faites très souvent à travers le mouvement. Puis ces dynamiques interpersonnelles-là viennent impacter le mouvement. Je pense qu'on ne peut pas se séparer si on se considère activiste. On ne peut pas se séparer l'activiste de la personne chez soi à la maison qui aime quelqu'un ou qui care pour quelqu'un. Et donc, ça va impacter nos mouvements aussi, ces relations interpersonnelles, mais ça ne veut pas dire que nos mouvements doivent se dissoudre. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut plus être en relation avec quelqu'un dès qu'on a un conflit, ou même qu'on décide qu'on ne veut plus travailler avec cette personne-là dans nos mouvements. On peut continuer à avoir une relation personnelle ou professionnelle qui change, qui est de-escalated un peu, qu'on change la dynamique. Et ça, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de problème, mais c'est dur parfois de trouver un moyen de continuer ces relations-là ou ce travail-là sans se sentir personnellement impliqué et comme si notre vie ou notre réputation est en danger. Ah, OK. Ouais. Et on entend parler souvent d'espace sécuritaire et de bien-être. Comment ces concepts sont utilisés? On parle souvent d'espace sécuritaire. Et quand on parle d'espace sécuritaire, je pense qu'on manque de définition de qu'est-ce qu'un espace sécuritaire, mais aussi on manque le fait que c'est pas tout le monde qui va déterminer qu'un espace est sécuritaire de la même façon. Et j'ai souvent vu dans des mouvements des personnes qui s'exclament à un manque de sécurité dans un mouvement, alors qu'on parle plutôt d'un problème de privilège ou de confort. Et quand on confie la sécurité avec le confort, c'est là où on va perdre un peu la map, la carte où on s'en va, et on vient créer des divisions qui sont basées sur nos identités, sur nos expériences. Moi, je parle plutôt souvent d'espaces qui sont imputables, des espaces responsables, plutôt que des espaces sécuritaires, parce que on va plutôt établir des lignes directrices, des attentes où chacun et chacune va penser à qu'est-ce que moi j'apporte dans l'espace pour rendre l'espace plus sécuritaire. Mais je sais que les autres peuvent me dire ce que tu fais en ce moment, l'espace que tu crées, tu ajoutes des éléments négatifs à cet espace-là. Et j'espère que les gens vont me le dire aussi.
Plutôt que quand on proclame qu'on veut des espaces sécuritaires, on a plus tendance à pas se questionner sur l'impact que nous-mêmes on a sur les espaces. Et on va juste faire un external assessment de qu'est-ce que la sécurité, est-ce que je veux m'engager ou pas. Et non, qu'est-ce que moi je peux faire dans cet espace-là et comment moi je peux impacter cet espace. OK. Dans le cas où je vais avoir une personne dans le mouvement qui va avoir des propos ou une attitude qui me rend inconfortable, est-ce que c'est à moi de gérer mon inconfort ou est-ce que c'est à la personne de quelque part essayer de me rendre confortable? Il y a une différence entre des propos qui te rendent inconfortable versus des propos qui sont irrespectueux. Et selon moi, si des propos qui nous sont dits ne parlent pas de notre caractère, ne parlent pas de nos compétences, ne parlent pas de notre valeur en tant qu'être humain, mais critiquent critiquent nos propos, nos idées, la façon dont on navigue un espace, si on se sent inconfortable, je pense que la première étape à prendre, c'est de se réfléchir à nous-mêmes. Je pense à une quote de Audre Lorde dans son livre Anger. J'ai oublié le nom du C'est pas grave. exact, mais dans son livre, elle parle d'un événement dans une conférence académique où une femme blanche a fait du tone policing et lui a dit « Si tu continues à me parler comme ça, je ne pourrai pas t'entendre. Ta frustration, ta colère m'empêche d'écouter qu'est-ce que tu dis. » Et elle dit dans cette quote-là, « Est-ce que c'est mon ton ou ma colère qui lui fait ne pas m'entendre ou sa crainte que qu'est-ce que je dis va changer sa vie. » Et si on commence par faire des réflexions personnelles sur pourquoi ce commentaire-là vient me chercher, si ça ne parle pas de mon caractère, si ça ne m'insulte pas moi en tant qu'individu, pourquoi je ne suis pas capable d'accepter la critique qu'on me donne sur ma perception, mon idée, ma façon de faire. Je pense que ça, il y a des questions à se poser nous-mêmes. Mais dès qu'on parle d'insultes, de commentaires irrespectueux, de comportements violents, et là, je pense qu'il y a du travail en tant que groupe à adresser le comportement. Oui. Parce que ça veut dire que dans notre espace, on a laissé penser ou croire à la personne qui agit d'une façon irrespectueuse qu'elle avait le droit et qu'il n'y aurait pas de répercussions sur ses actions. Et je pense que c'est là où on commence à parler d'imputabilité, de responsabiliser les personnes dans nos mouvements, mais nos espaces en tant que tels. Il faut qu'il y ait des lignes directrices sur qu'est-ce qu'on s'attend de tout le monde dans nos espaces et que tout le monde ait la chance de contribuer à ces attentes-là. OK. Alors, tu as mentionné, il me semble, tone policing quand tu parlais du livre de Audre Lorde, c'est ça? Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? Oui. Le livre Audre Lorde qui est The Uses of Anger. Puis elle parle notamment du tone policing qui se fait envers les femmes qui sont racialisées particulièrement. Ou à la place de porter attention à qu'est-ce qui est dit, on va venir instrumentaliser ou weaponize, comme on dit en anglais, la façon dont elle est dite. Et parce qu'on vit dans une société coloniale, capitaliste, tout ce qui est émotion, tout ce qui est vivre la réalité de comment on se sent en ce moment est un peu dévalorisé, où il faut se concentrer sur les faits, il faut se concentrer sur les données, sur la recherche, et tout ce qui est fuel, tout ce qui est avancé par les émotions, l'expérience vécue est décrédibilisé. Et donc là, si une personne va parler de son expérience ou de quelque chose même de très, très, très juste, mais que cette personne-là va parler d'une façon qui est fâchée, d'une façon qui est émotive, soit qu'elle va pleurer, et là, on va venir blâmer cette réaction humaine pour dévaloriser ou effacer, diminuer les propos qui sont partagés. On voit souvent ce pattern-là dans nos mouvements où les personnes marginalisées, par exemple les personnes de couleur dans le féminisme ou dans le mouvement de SLGBTQIA+, quand elles sont tannées de se faire effacer, de se faire pousser, de se faire jouer du cool, comme je disais plus tôt, elle va souvent avoir de la frustration ou de la colère qui va build up. Et à un moment donné, mais ça va malheureusement simplement sortir.
mais à la place de porter attention même à l'émotion ou à la raison pourquoi cette émotion-là existe, on va venir décrédibiliser automatiquement ce qui est dit parce que c'est pas fait d'une façon qui est appropriée, d'une façon qui est professionnelle. On entend parfois l'expression speak white aussi, donc parle d'une façon qui rend confortable les personnes blanches. Et donc ça c'est le tone policing. Ouais, je suis totalement d'accord. T'as décrit ma vie, hein. Enfin, moi, je suis une femme noire et je m'appelle Karen. Je me plains jamais dans les restaurants ou que ce soit parce que je sais que ça va se retourner contre moi alors que je demandais juste un service. Donc, voilà, on a pas mal de route à faire. Ouais. Tu as aussi mentionné tantôt le terme imputabilité. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? Oui, le terme imputabilité est souvent plus reconnu en anglais quand on parle de accountability. OK. Et c'est un système qui va un peu à l'encontre d'un autre système qui est en place en ce moment, le cancel culture, où une personne fait quelque chose de mauvais, qu'on considère dans la norme sociale qui est mauvais, et soit entre communautés, on va isoler cette personne-là. Cette personne-là n'aura plus accès à des opportunités d'emploi, des opportunités, même des relations interpersonnelles vont se briser à cause d'un geste, d'une action, de propos qui sont perçus comme problématiques. Et si on va plus au niveau sociétal, quelqu'un va faire un crime et va aller en justice et on va le mettre en prison. Donc les systèmes de prison sont des systèmes punitifs où on va dire tu as fait quelque chose de mal, tu dois être seul, on doit t'enlever la dignité, souvent on doit t'enlever des gens que tu aimes, des gens qui t'aiment pour que tu apprennes quelque chose potentiellement. Et ces systèmes-là punitifs reproduisent constamment la violence qu'on essaie d'éviter et d'éradiquer dans nos communautés. On va isoler quelqu'un, on va imposer de la culpabilité, du shame sur cette personne-là. Et on sait concrètement que quand quelqu'un vit beaucoup de shame ou de culpabilité, elle ne va pas apprendre de ses actions. Le concept d'imputabilité reconnaît que premièrement, il faut que la personne se sente écoutée, la personne se sente accompagnée dans sa réhabilitation, dans son apprentissage d'une autre façon de faire. Mais ça reconnaît aussi que si ce geste a eu lieu, si la personne a fait cette action-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la façon dont on fonctionne en tant que communauté qui lui a donné la permission de le faire. Que ce soit le privilège, que ça soit cette personne-là a vu cette action être faite quand elle était plus jeune, puis va la reproduire. Et l'imputabilité nous mène à se questionner en tant que société, communauté, parfois en tant que partenaire ou membre de la famille, à dire quel rôle j'ai eu à jouer dans ce qui a mené à cette personne-là à faire ce geste. Donc ça veut pas dire moi, quelqu'un a été violent envers moi, j'ai dû faire quelque chose qui justifie sa violence. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que dans notre société dit à cette personne-là, hey, tu as le droit d'être violent et tu as le droit, il n'y aura pas de conséquences tant que ça, tu peux le faire et pas te préoccuper de rien. L'imputabilité nous mène à nous questionner sur comment nos communautés fonctionnent, mais aussi à apporter l'amour, la chaleur, le respect lorsqu'on travaille à adresser une situation problématique, dangereuse ou violente. Donc, je comprends qu'il faut vraiment s'éloigner de la justice rétributive et des punitions, et je comprends ce que c'est, et plus s'approcher d'une justice transformative et restauratrice, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je parle souvent plus de justice transformative, parce que la justice transformative souhaite adresser la racine, l'origine du problème qu'on vit. Et donc, si on parle de violence, si on parle de problèmes systémiques, moi et toi, on n'est pas le problème en tant que tel. Il y a des choses sociétales, des normes, des choses non dites qui viennent causer ces problèmes-là, des problèmes dans la façon dont nos systèmes fonctionnent. La justice transformative souhaite pas simplement rendre un individu plus conscient des erreurs ou des méfaits qu'il a reproduits, mais plutôt en plus d'adresser comment nos sociétés perçoivent ces violences-là, perçoivent ces problèmes-là, et qu'on se responsabilise tous ensemble. C'est dur de trouver des façons de faire concrètes pour s'éloigner de cette justice
punitive ou du cancel culture parce que c'est très difficile d'envisager à quoi un monde sans la prison, sans la police, à quoi ça ressemble. Puis Audre Lorde parle que quand on est tellement enraciné puis enfoui dans des systèmes qui ont l'air de nous offrir la sécurité, c'est dur de voir un monde où ces systèmes-là ne sont pas en place. Et donc, c'est très dur de trouver des solutions. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent à trouver des solutions puis des alternatives à ces problèmes-là. Et je pense particulièrement à un organisme de Kingston qui a développé un programme de justice communautaire, d'imputabilité communautaire, où lorsqu'il y a une violence, particulièrement une violence sexuelle qui est arrivée, et que la personne n'a pas envie d'aller vers le poste de police ou Le système de justice en le général? système de justice en général, veut pas ne rien faire parce qu'elle se sent pas confortable ou en sécurité dans sa communauté. Et ils ont développé une troisième option. Et cette option-là nécessite des conversations de groupe où parfois on invite même la personne qui a causé cette violence-là à participer. Et c'est cette reconnaissance-là, encore une fois, que la personne a causé des gestes qui ont des répercussions réelles, mais la personne a des choses à apprendre pour ne pas reproduire encore et encore ces gestes. Et on sait que la police, les systèmes de justice nous font faillite souvent et ne répondent pas aux besoins des victimes ou des survivantes. Et donc, on travaille ensemble en tant que communauté. On évite parfois la personne qui a produit la violence, mais on évite aussi les gens dans le milieu. Et donc, si, par exemple, ça se passe à l'école, cette violence-là, on va inviter les professeurs, on va inviter d'autres étudiants qui font partie de la vie des deux personnes impliquées, et on va avoir une conversation en groupe. Non seulement ça va permettre, pas nécessairement que les deux personnes s'adorent et s'entendent, mais trouvent un moyen de naviguer dans les mêmes espaces ou de trouver des boundaries, des limites pour ne réduire les contacts ou réduire les traumas, pour pas que ça se reproduise. Oui. Et à travers ces conversations de groupe-là, les gens qui en font partie, les professeurs, les étudiants et étudiantes, en ressortent aussi plus conscientisés sur la violence sexuelle et sachent quoi faire, comment répondre, quoi identifier pour éviter que cette violence soit reproduite encore et encore et encore. Et c'est ça l'imputabilité, changer la façon dont nos communautés perçoivent les problèmes et qu'on s'entende à travailler ensemble pour régler, adresser, changer la façon dont on perçoit ou on navigue ces situations-là. C'est intéressant parce que quelque part pour la victime, c'est déjà même un win. Elle a déjà gagné quelque part si elle reçoit de la part de son oppresseur. Et ok, oui, je suis coupable d'avoir fait ça devant sa communauté. Surtout si la communauté représente beaucoup pour l'oppresseur. Et ça fonctionne pas pour tout le monde. Ça, c'est important. C'est certain. Ça fonctionne pas non plus quand on ne croit pas que la personne a fait une erreur. Et on peut parler de prendre un choix avec qui on a des intentions mauvaises, mais ça arrive parfois, ça aussi, c'est plus dur d'adresser ces situations-là. Mais encore une fois, je pense qu'avec ça provient souvent d'un sentiment repressé, de comportement qu'on a vu être reproduit dans notre vie et qu'on pense qu'il est acceptable. Et donc, il y a des choses à apprendre autant pour cette personne-là que pour notre communauté pour arrêter ou éliminer ou diminuer ces violences-là. C'est ça. Oui, il y a un peu une philosophie aussi d'apprendre à désapprendre pour tout le monde, pas seulement la victime, l'oppresseur, mais aussi pour le reste de la communauté. Absolument. Mais dans le cas où il y a eu des faits, des propos, des actes terribles pour la personne et qui sont inconcevables au sein de la communauté, d'après toi, quelles conséquences il devrait avoir pour cette personne-là? Moi, j'ai envie de dire, la punition, elle est un peu nécessaire aussi. La punition fait quoi dans le long terme? Elle change quoi? Autant à ma personne, si je suis une survivante, qu'à cette personne-là. Ça revient un peu au concept de an eye for an eye. On doit faire mal à quelqu'un qui nous a fait mal, la revanche. Et je crois que ça peut apporter un sentiment de relief qui est momentané, peut-être qui dure un moment assez long aussi, mais je ne crois pas que ça évite que d'autres personnes
revivre ces situations-là. Et je pense pas que ça va mener à la personne qui reçoit la punition de ne pas le faire. Parce que souvent, quand on se fait punir, on a encore plus envie de se revendiquer, de act up. Mais quand on pense au comportement des enfants particulièrement, la punition a un élément positif qu'on adresse une situation rapidement, le jeune comprend que c'est pas correct. Mais ensuite, ça développe une relation de peur entre les parents et le jeune, où on va cacher des informations, où on va faire les choses qui nous sont interdites, mais simplement derrière le dos de la personne. Surtout quand la punition est imposée sans expliquer pourquoi c'était mauvais. Oui. Donc moi, la question, c'est à quoi elle sert la punition? Surtout quand on regarde dans des études au niveau de la prison et qu'on voit que la prison n'empêche pas les gens qui sont condamnés de reproduire des crimes par après. Oui. Aucunement. Le taux de revendicisme, je pense que c'est comme ça ça s'appelle. Mais l'attente, elle est raisonnable, non? Pour la victime, de s'attendre que, écoute, moi, je suis une bonne personne et j'ai rien fait. Je suis une victime et je veux que la personne paye pour qu'elle vive au moins ce que j'ai vécu, ce que cette personne m'a fait vivre. Je trouve pas que c'est raisonnable. Je comprends l'essence du sentiment, puis je peux dire, moi aussi, j'ai ressenti ça. Quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un m'a mal parlé. Je suis comme, j'espère que quelque chose de mauvais va lui arriver par après. Mais ce sentiment-là ne m'a jamais mené à la paix complète ou à l'espoir que personne va revivre cette violence-là ou ces sentiments-là par après. D'après moi, si on approche une situation de violence, de non-respect, d'actes inimaginables et qu'on l'approche avec une punition, je pense que ça ne règle rien d'autre que mes sentiments personnels. Et ça, on vit dans une société qui est très individualiste, qui nous demande de réfléchir à nous-mêmes en premier. Mais je pense que je manque dans des valeurs qui sont parfois plus autochtones, plus connectées aux visions du monde autochtone, qui nécessitent qu'on vive tous ensemble en consensus dans un cercle. On est tous connectés les uns et les autres. Et si je crois fortement que j'ai besoin de toi pour que ma société fonctionne, si tu me fais du mal ou une violence, je crois pas que de te sortir de cette communauté-là va faire quoi que ce soit à changer ou à éliminer ces violences-là. Intéressant, intéressant. C'est mitigé, je suis mitigée. Je ne suis pas encore convaincue, mais pour l'instant, je te laisse la parole. Tantôt, tu as parlé de cancel culture. Tu pourrais peut-être expliquer ça après que je te pose la question aussi. Et on a vu ça plusieurs fois dans les nouvelles, les réseaux sociaux. Des personnes, des célébrités ou des politiciens qui se font cancelled pour des choses qu'ils ont dit dans le passé. Mais ça, je ne parle pas d'il y a 3 jours, je passe d'il y a parfois 30 ans, d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses et jusqu'où on peut juger quelqu'un pour son passé? Toute information sur le passé, les expériences, les décisions d'une personne, je crois qu'elles doivent être publiques et doivent être discutées ouvertement. Je pense que pourquoi la cancel culture continue toujours, c'est que les gens essaient de cacher et essaient d'oublier les erreurs qu'elles ont faites sans avoir eu de conséquences réelles. Et souvent, quand on pense à des commentaires qui étaient problématiques, souvent, on parle des commentaires qui sont transphobes, des commentaires qui sont racistes dans les années 90, 80. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de conséquences quand on faisait des commentaires comme ça. Et donc, cette personne-là, il faut se poser la question, est-ce qu'elle a appris de son commentaire et comment est-ce que sa position a changé. Et souvent, les personnes qui vont avoir une position qui a changé vont faire du travail sur elles-mêmes et ça va être percevable. Le cancel culture, quand on isole quelqu'un, on lui cancelle toutes ses opportunités, on lui enlève sa façon de vivre au quotidien. Encore une fois, on vient à des systèmes qui sont punitifs. Quand on le fait, c'est parce qu'on n'a pas confiance à ce que cette personne-là ait réellement changé de position, changé d'idée et qu'elle ne reproduit pas ses propos, ses impacts ou ses actions qu'elle a eues dans le passé. Je pense que c'est une question d'imputabilité qui est importante à se poser. Les célébrités ont une plateforme, font de l'argent à
base de l'opinion publique. Donc, elles ont le droit d'être questionnées par le public Totalement. sur leur position, leurs valeurs. Mais est-ce que je pense pas que la façon dont on fait ce questionnement-là est acceptable ou même soutiennent les valeurs qu'on essaie d'avancer, qu'on essaie de faire du cancel culture, qu'il faut protéger les gens qui ont une plateforme, devraient mériter leur plateforme, c'est vrai. Mais on pose pas toujours assez de questions, les bonnes questions. Oui. Puis malheureusement, les gens qui répondent à ces allégations puis à cette cancel culture-là sont souvent défensifs et ne sont pas honnêtes. Il ou manque vulnérables. d'imputabilité. Complètement. Ils sont pas vulnérables et ils vont essayer de simplement protéger leurs capitaux, vont essayer de protéger leur position, leur opportunité, alors que c'est pas ça qui est en question là, c'est ton caractère, tes valeurs, et est-ce que le public a le droit de te dire, on n'est pas d'accord avec qu'est-ce que toi tu crois ou pas, et il va y avoir des conséquences sur les gestes que tu prends, que ce soit il y a 20 ans ou que ce soit aujourd'hui. OK. Tu penses que, donc, certaines célébrités, surtout c'est les humoristes, moi, qui m'énervent un peu, parce que, clairement, ils vont dire, c'était une blague, ou à l'époque, c'était ce genre d'humour. Oui. Tu penses que quand ils se rendent compte dans quelle communauté ils vivent maintenant, ils disent, moi, vous savez, il y a 20 ans, j'avais tel et tel humour. Ou je faisais tel et tel humour parce que c'est ça qui était drôle à l'époque. Je ne me rendais pas compte des conséquences parce que ça ne m'attaquait pas ou parce que je faisais de l'argent. Donc, clairement, je m'en foutais, mais ça, c'était moi à l'époque. Et aujourd'hui, évidemment, je les regrette. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient avoir ce genre de comportement et toujours être accueillis par leur communauté? Quand c'est divulgué à l'avance et qu'on parle ouvertement des erreurs et qu'une personne nous prouve qu'elle comprend l'erreur qui a été causée, puis comprend le contexte dans lequel elle a été posée, je pense qu'il y a une façon de le faire, mais en ce moment, tout ce qu'on voit, c'est du rétroactif ou de la réaction. On me dit, t'as fait telle chose, c'était pas bien. Mais là, je dois m'asseoir à un talk show pour expliquer qu'avant, c'était comme ça, puis avant, c'était correct. Alors que ça, c'est pas la bonne réponse à donner. Peu importe si c'était correct ou pas, tu nous as pas démontré si ton opinion a changé ou si tu continues à pousser de l'avant ces idées-là. Et je pense que c'est important qu'on en discute. Ouais. Dans le cas contraire, si dans le passé, il y a eu des rétorcations à ce que tu as dit et tu as été rejeté par ta communauté, est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'éventuellement se réintégrer avec le temps? Tout simplement, est-ce que c'est possible? Je crois que oui. C'est quoi ce parcours-là qui est nécessaire? J'ai pas la réponse, malheureusement. C'est du cas par cas? C'est du cas par cas, mais c'est aussi que on n'y pense pas en ce moment en tant que société. On dit, va voir un psychologue, parle-lui, et à un moment donné, tu vas être guéri complètement. Arrête de nous vendre des choses. Arrête de nous vendre des choses. Reste chez toi, reste derrière les portes fermées. Mais je pense particulièrement à un cas au Québec de Marie-Pierre Morin qui avait vécu le cancel culture parce qu'elle avait mordu une autre artiste, Safia Nolin. Puis ensuite, différentes personnes sont allées de l'avant puis ont parlé des comportements inappropriés dans des situations professionnelles de Marie-Pierre Morin. Et en ce moment, elle est de retour à la radio. J'ai pas suivi son retour du tout, mais il y a des gens qui continuent à ne pas consommer le produit qu'elle fait. Quoi que ce soit qu'elle fasse. Et je pense que ça, c'est des décisions personnelles qu'on a le droit de faire, de ne simplement pas engager avec le contenu de quelqu'un ou ce que cette personne a fait. Mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé, on ne s'est pas encore entendu, puis on n'a pas encore assez exploré qu'est-ce qui fait du parcours d'imputabilité un parcours qui est complet. Et je pense que honnêtement, il n'est jamais complet parce qu'on apprend continuellement et on refait et on fait des nouvelles erreurs continuellement aussi. Je pense que c'est un processus qui est continuel et qui nécessite beaucoup d'auto-réflexion puis de conversation avec nos amis sur ça. Puis je parlais récemment du cancel culture avec une personne près de moi, puis on parlait qu'est-ce qu'on fait si une personne près de nous se fait canceller pour une action, qu'elle soit aujourd'hui ou dans le passé. Est-ce que nous, il faut se détacher? Parce que souvent, on voit ça. Les amis vont dire « Hey, moi, je veux pas ce mess-là. Je unfollow, je bloque, je fais tout ce qui est possible pour ne plus être associé à cette personne-là. » Et ça, pour moi, ça démontre qu'on n'a pas confiance en ce que la personne change,
apprenne, puis répare les actions et l'impact qu'elle a eu sur ces communautés-là. Et si on n'a pas la confiance que cette personne-là peut changer et faire une différence, sur quoi notre relation à la base est-elle même fondée? Pourquoi je suis ami ou pourquoi je suis partenaire avec cette personne-là si j'ai pas confiance qu'elle peut apprendre, changer? Je pense que ça, il faut qu'on se questionne sur pourquoi on est ami avec des gens, pourquoi est-ce qu'on fait confiance à ces personnes-là. Puis, c'est sûr qu'il y a des moments où un ou une amie pourrait se faire call out pour quelque chose et que on voit que la personne n'a en fait aucunement envie d'apprendre ou de changer. Et là, je pense que ça vaut la peine peut-être de soit investir de l'énergie pour travailler à ce que cette personne-là perçoive l'erreur ou de se distancer si la personne n'a pas envie de s'aider elle-même. En conclusion, Géorgie, s'il y a 3 points importants dans notre discussion aujourd'hui que tu voudrais que notre auditoire comprenne, quels seraient ces 3 points? J'inviterais les personnes qui nous écoutent à penser à leur relation dans leur cercle. Pas au niveau sociétal, même pas au niveau de leur mouvement complet s'ils sont impliqués en tant qu'activistes ou ils travaillent dans des organisations qui plaidoient pour les droits des personnes, simplement dans vos relations et de penser à certains éléments qu'on a parlé aujourd'hui. On a parlé de la dignité, comment est-ce qu'on amplifie, on renforce la dignité des autres et comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on a eu un impact opposé, donc lorsqu'on a impacter ou enlever la dignité de quelqu'un dans un moment. Pensez à cet élément-là. Okay. Pensez à la confiance qu'on a envers les autres. Confiance que ces personnes-là vont show up d'une façon qui est appropriée, constructive, qui va renforcer nos efforts, notre travail ou nos relations. Puis aussi confiance en ce que cette personne-là puisse admettre ses torts, confiance en ce qu'elle puisse apprendre de ses erreurs. Et le dernier élément, ça serait parler de confort versus de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes? Oui. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on ne réussira jamais à trouver de définition universelle. Oui. Tout le monde va être d'accord. On peut se tourner vers les dictionnaires, c'est certain. Et on est des humains, puis on est nuancés. On a plein de couleurs, puis on va toujours show up d'une façon qui est authentique et réagir d'une façon authentique. Mais pour nous, on a la chance de définir c'est quoi le confort versus la sécurité. Quelle relation on a au confort? On dit souvent dans nos mouvements, il faut apprendre à être confortable avec l'inconfortable. Et je pense que c'est important de le faire. Puis c'est vrai qu'on a le droit à la sécurité, de se sentir en sécurité. Mais on ne peut pas s'attendre à une sécurité qui est absolue parce qu'on interagit avec d'autres humains qui ne sont pas nous. Et donc, il faut qu'on travaille avec ces gens-là, même si elles nous ont fait du mal, même si elles nous ont manqué de respect une fois. Il faut travailler avec ces gens-là. Donc, de se définir c'est quoi la différence pour nous-mêmes entre le confort et la sécurité et de communiquer avec ces gens avec qui on a des relations pour qu'on puisse, moi, je puisse show up pour toi, Karen, de la façon dont tu souhaites show up. Puis j'espère que tu vas faire la même chose pour moi si je t'explique comment j'aimerais être soutenu, accompagné par toi à travers mon parcours, mes efforts d'activisme et de plaidoyer. Merci beaucoup à Géorgie et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si jamais vous souhaitez en savoir plus à son propos, vous pouvez toujours consulter son site de georgiegagné.ca. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez aussi consulter le site d'actionontarienne.ca. Nous remercions les studios de Livestream Junkies dans lesquels nous avons enregistré et nous espérons que vous avez passé un bon moment à nos côtés.